Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet au cœur de l'actualité internationale, le conflit israélo-palestinien. Et les débats, ils sont particulièrement vifs en ce moment, Oui, tout à fait. surtout autour de la reconnaissance d'un État palestinien, une question qui, on le sait, agite beaucoup la diplomatie, y compris en France. Mhm. Alors, dans ce contexte assez tendu, un livre récent, L'ONU contre Israël de Raphaël Delpar, propose une lecture, disons, assez radicale des choses. Oui, en effet. C'est un dossier, comme l'appelle l'auteur lui-même, publié aux éditions du 17 bis. Et c'est sur cet ouvrage, sur ces arguments, qu'on va se pencher aujourd'hui. D'accord. Le livre, il faut le dire d'emblée, défend une thèse assez tranchée. Celle d'une ONU qui serait non seulement partiale, mais devenue structurellement hostile à Israël. Presque son principal accusateur, quoi. D'accord. Donc notre objectif ici, c'est de décortiquer un peu cette perspective, comment l'auteur construit son raisonnement, sur quoi il s'appuie en fait dans le fonctionnement de l'ONU, Oui. et puis surtout pourquoi s'intéresser à ce livre maintenant, et ce qui peut nous aider à comprendre justement certaines dynamiques actuelles. Je pense à ces discussions sur l'État palestinien. Bon, alors entrons dans le vif du sujet, on va essayer d'explorer ça de manière factuelle, posée, pour bien comprendre le propos du livre sans forcément y adhérer. Alors, la thèse centrale, qui est vraiment martelée tout au long des pages, c'est ça. L'ONU serait devenue une sorte de machine accusatoire visant quasi exclusivement Israël. Et Raphaël Delpar, il ne cache pas sa motivation, il écrit noir sur blanc dans l'intro. Ah oui. Il parle d'un mouvement de colère. Une colère face à ce qu'il appelle une négation de la réalité et de l'histoire. Il dit vouloir dénoncer le cloaque qu'est devenu l'ONU. Ce sont des mots très très forts. Ça donne le ton, disons. Oui, c'est une charge virulente, clairement. Et pour appuyer cette idée de négation de l'histoire, le livre il remonte aux origines du conflit, c'est ça. Il parle d'un mensonge fondateur. Exactement. C'est un poids central de son argumentation. D'accord. Et comment s'est présenté ce mensonge fondateur ? L'auteur revient sur la fameuse résolution 180 de l'Assemblée générale de l'ONU, celle de novembre 1947. Celle qui proposait le partage de la Palestine, qui était sous mandat britannique, en deux États. Un État juif, un État arabe. Et le livre insiste beaucoup sur un fait historique. Ce plan, il a été accepté par les représentants sionistes de l'époque, mais il a été rejeté catégoriquement par les États arabes qui étaient à l'ONU et par les leaders arabes de Palestine. Et c'est ce refus initial qui serait, selon lui, à la source du problème. C'est exactement ça. Pour Delpar, ce refus arabe, qui a été suivi, on le sait, par l'invasion du tout nouvel État d'Israël par les armées arabes voisines dès sa création en mai 48, Oui. c'est ça l'acte fondateur du conflit tel qu'on le connaît encore. Il estime que c'est ce refus qui a bloqué la naissance d'un État arabe à côté d'Israël et qui est à l'origine de la question des réfugiés palestiniens. D'accord. Du coup, le livre s'attaque à l'idée d'une terre volée. Il dit que c'est un mythe construit après coup pour délégitimer Israël. Il cite d'ailleurs Benny Morris, l'historien, qui dit que sans ce refus arabe, il aurait eu un État palestinien dès 1248. Le livre questionne aussi l'émergence même de l'identité politique palestinienne. Ça aussi, ça a l'air d'être un point important pour l'auteur. Oui, tout à fait. L'ouvrage soutient que l'identité palestinienne, en tant que projet politique national distinct, elle s'est structurée assez tardivement, surtout après la guerre de 67 en fait. Ah oui. Avant ça, selon le livre, on parlait plutôt d'un conflit israélo-arabe. Delpar écrit, je cite en substance, que la construction identitaire palestinienne moderne est un produit du XXe siècle, accéléré par le rejet d'Israël. D'accord. Il affirme qu'après la défaite arabe de 1967, il y a eu une sorte de stratégie narrative, portée notamment par l'OLP, pour changer l'image d'Israël. D'un État qui luttait pour survivre face à ses voisins, il serait devenu l'occupant. Le livre va même jusqu'à contester qu'il y avait des représentants palestiniens, au sens d'une entité politique unifiée, en 1947, pour négocier le plan de partage. C'est une relecture historique assez percutante pour poser les bases de sa critique de l'ONU. Mais après ça, le livre s'en prend directement aux institutions de l'ONU. Comment ça se manifeste concrètement ? Alors oui, il se concentre sur plusieurs organes qu'il accuse d'être systématiquement partiaux. Le Conseil des droits de l'homme, le CDH, à Genève, il est particulièrement dans le collimateur. Delpar le qualifie de mécanique à sens unique ou même de tribunal de l'opprobre. Ce sont des mots très forts. Sur quoi il base cette accusation ? Sur plusieurs choses précises, d'après l'analyse du livre. Le truc le plus connu, c'est ce fameux point 7 de l'ordre du jour permanent du Conseil. C'est unique au monde, ça.
Le point 7. Oui. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'à chaque session du CDH, il y a obligatoirement un débat spécifiquement sur la situation des droits de l'homme en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés. Aucun autre pays, quelles que soient les horreurs qui peuvent s'y passer, n'a droit à ce traitement automatique et permanent. Pour l'auteur, c'est la preuve d'une obsession. Une sorte de clause Israël permanente, en quelque sorte? C'est comme ça que le livre le présente, oui. Et puis il y a le nombre de résolutions. L'ouvrage a fait les comptes entre 2006, quand le CDH a été créé sous sa forme actuelle, et fin 2023, il y aurait eu plus de 100 résolutions condamnant Israël. Plus de 100? Oui, et l'auteur affirme que c'est plus que le total des résolutions contre la Syrie, la Corée du Nord, l'Iran et le Venezuela, réunis sur la même période. Il y voit une disproportion énorme, évidemment. Et ça ne s'arrête pas aux résolutions, si je comprends bien. Il critique aussi les enquêteurs. Exactement. Les rapporteurs spéciaux de l'ONU, qui sont chargés d'enquêter sur la situation dans les territoires palestiniens, ils en prennent aussi pour leur grade. Le livre dit que leur mandat est biaisé dès le départ, puisqu'ils ne visent que les actions israéliennes. Et que plusieurs de ceux qui ont occupé ce poste, le livre cite Richard Falk, Michael Link et puis récemment Francesca Albanese, auraient eu des positions très critiques, voire hostiles à Israël, avant même d'être nommés. Ce qui remettrait en cause leur impartialité, selon lui. D'accord. Et enfin, il y a la composition même du Conseil. L'auteur souligne que souvent, on y trouve des États dont le bilan en matière de droits humains est, très critiquable, et qui formeraient une majorité quasi automatique pour condamner Israël. C'est une critique en règle du CDH. Une autre institution de l'ONU est aussi beaucoup critiquée dans le livre, c'est l'UNRWA, l'Agence pour les réfugiés palestiniens. Le livre dit que c'est une anomalie diplomatique. Pourquoi ce terme? Alors, l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, elle est vue comme une anomalie pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la seule agence de l'ONU qui s'occupe spécifiquement d'un seul groupe de réfugiés. Ah oui, c'est vrai. Pour tous les autres réfugiés du monde, il y a le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Et alors, quelle est la conséquence de cette spécificité d'après l'auteur? La critique la plus forte, c'est sur le statut de réfugié que gère l'UNRWA. Contrairement aux règles du HCR, le statut de réfugié palestinien sous l'UNRWA, il se transmet de génération en génération, indéfiniment. C'est unique, ça, hein? C'est unique au monde, oui. Et le livre explique que ce mécanisme fait exploser le nombre de réfugiés enregistrés. On est passé d'environ 700 000 en 1949 à presque 6 millions aujourd'hui. 6 millions. Pour Delpar, ça institutionnalise le non-règlement du problème. Ça entretient l'idée d'un droit au retour de millions de personnes en Israël, ce qu'il voit comme irréaliste et comme un blocage pour la paix. Donc, une critique sur le côté héréditaire du statut, mais ça va plus loin, j'imagine. Ah oui. Oui, il accuse l'UNRWA d'avoir, de fait, un rôle politique, en maintenant ce statut et en se concentrant sur l'aide, sans chercher activement, selon lui, des solutions durables comme l'intégration sur place ou la réinstallation ailleurs, ce que fait le HCR d'habitude. L'agence entretiendrait le mythe d'un retour massif, elle servirait l'idée d'un retour à 1948. Le livre rappelle aussi toutes les controverses autour de l'agence, les accusations sur les manuels scolaires dans ces écoles, incitation à la haine, etc., les allégations de tolérance, voire de collusion avec des groupes armés dans les camps, et puis bien sûr le scandale de janvier 2024. Oui, l'affaire des employés accusés de complicité avec le Hamas. Exactement, accusés par Israël d'avoir participé aux attaques du 7 octobre. Ça a fait beaucoup de bruit, et le livre s'en fait l'écho, évidemment. L'auteur donne un exemple précis, une scène qu'il aurait vue, pour illustrer son propos sur l'agence. C'est ça. Oui, dans le chapitre 2. Il raconte une scène qu'il dit avoir observée dans le camp de Yarmouk en Syrie, avant la guerre civile là-bas. Je peux vous lire un court passage. Oui, volontiers. Alors, les agents de l'UNRWA portaient une corbeille, accrochée par une lanière à leur cou, puisaient des enveloppes remplies de billets de banque qu'ils distribuaient aux mains qui se tendaient vers eux. C'était l'argent de la communauté internationale, distribué sans aucun contrôle. Dans un anglais approximatif, j'ai appris que chaque mois, depuis 1957, les familles touchent une somme d'argent. J'ai appris aussi que des familles, réfugiés permanents, ne travaillent pas depuis 1949 et vivent uniquement de l'aide humanitaire. Voilà, fin de citation. C'est une anecdote, bien sûr, mais elle vise à illustrer la critique du livre sur une gestion qu'il juge opaque et qui maintiendrait une forme de dépendance. C'est l'idée, oui. Après le CDH et l'UNRWA, l'Assemblée générale de l'ONU est aussi dans le viseur. Le livre la décrit comme un théâtre permanent de condamnation. C'est encore une expression forte. Oui, et c'est un peu le même type de critique.
l'auteur dénonce ce qu'il appelle une majorité automatique. Selon lui, elle est composée des pays du groupe arabe, de l'Organisation de la coopération islamique et du mouvement des non-alignés. Et cette majorité voterait quasi systématiquement les résolutions critiques envers Israël. Et là aussi, il y a une question de volume. Oui, le livre souligne le nombre très élevé de résolutions de l'Assemblée générale sur Israël et le conflit. On parle de plus de 600 liés au conflit, dont plus de 90 qui condamnent spécifiquement Israël depuis sa création. Des chiffres qui écrasent complètement ce qui concerne n'importe quel autre pays membre. Il y a des exemples de résolutions particulièrement marquantes qui sont citées? Oui, il y en a deux qui reviennent souvent comme symbole de ce que l'auteur voit comme une dérive idéologique. D'abord, la résolution 3379 de 1975, celle qui déclarait que le sionisme est une forme de racisme. La fameuse résolution sionisme égale racisme. Voilà. Même si elle était abrogée en 1991, pour l'auteur, ça reste un marqueur fort de l'hostilité de l'ONU. Et puis, plus récemment, il y a la résolution 6719 de 2012 qui a donné à la Palestine le statut d'État observateur non membre à l'ONU. Le livre voit ça comme une décision politique qui court-circuite les négociations et qui anticipe l'issue du conflit. Et il y a d'autres instances qui sont mentionnées, même brièvement. Oui, rapidement, le livre critique aussi l'UNESCO. Il l'accuse de prendre des résolutions qui minimiseraient, voire nieraient, le lien historique et religieux des Juifs avec certains sites, notamment à Jérusalem et en Cisjordanie. Et il s'en prend aussi à la Cour pénale internationale, la CPI. La CPI. Pourquoi? Il conteste sa compétence pour enquêter sur Israël, qui n'est pas membre du statut de Rome, et il juge que l'enquête ouverte en 2021 sur d'éventuels crimes dans les territoires palestiniens est asymétrique et motivée politiquement. Si on essaye de prendre un peu d'auteur au-delà des critiques sur chaque organe, quel est l'argument qui revient tout le temps dans le livre? L'argument transversal. L'argument fondamental, celui qui relie tout ça, c'est vraiment l'idée du deux poids, deux mesures. L'auteur dénonce ce qu'il appelle une obsession pathologique de l'ONU vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire? Il met en contraste l'attention énorme, quasi chirurgicale, portée au moindre incident impliquant Israël, avec ce qu'il décrit comme l'indifférence, l'indulgence ou le silence assourdissant de l'ONU face à des violations massives des droits humains ou des conflits beaucoup plus sanglants ailleurs. Il cite la Syrie, le Yémen, les Ouïghours en Chine ou même l'annexion de Chypre Nord par la Turquie. Un deux poids deux mesures dans l'attention aux violations. Mais le livre parle aussi d'un silence sur ce qu'Israël subit, non? Absolument. C'est l'autre côté de la médaille de ce deux poids deux mesures selon Delpar. Un silence structurel, sélectif et répétitif sur les agressions dont Israël est la cible. Par exemple? Le livre affirme que les milliers de roquettes tirées depuis Gaza ou le Liban sur les civils israéliens, ou les vagues d'attentats, les attaques au couteau, tout ça est rarement condamné fermement et spécifiquement par l'ONU. Ah bon? Selon l'auteur, les instances onusiennes préfèrent utiliser des formules très générales du genre déplorer l'escalade de la violence ou appeler les deux parties à la retenue, ce qui, pour lui, met sur le même plan l'agresseur et l'agressé. Et ce silence, il concernerait aussi l'antisémitisme? Oui, c'est un point sur lequel le livre insiste vraiment beaucoup. Il dénonce ce qu'il appelle un silence assourdissant face à l'antisémitisme dans le monde arabo-musulman. L'auteur affirme qu'aucune résolution de l'ONU n'a jamais condamné spécifiquement la haine anti-juive telle qu'elle s'exprimerait selon lui de manière endémique dans certains médias, discours politiques ou manuels scolaires de pays membres. Il critique une sorte de tolérance de fait envers des discours négationnistes ou ouvertement antisémites qui seraient parfois tenus, dit-il, jusque dans l'enceinte de l'ONU par certains délégués. Tout ça nous ramène à la question de départ, la pertinence de ce livre aujourd'hui. Ces arguments, cette thèse d'une ONU hostile à Israël. Comment est-ce que ça éclaire le contexte de 2025? Et notamment cette question très discutée de la reconnaissance de l'État palestinien, y compris par la France. Eh bien, le livre fait un lien très direct, surtout via une postface qui est écrite par Driou Godefridi et datée d'août 2025. Elle analyse spécifiquement la décision française, qui aurait été annoncée en juillet 2025, de reconnaître l'État de Palestine en septembre de la même année. Et cette reconnaissance, elle est très vivement critiquée dans l'ouvrage. Et sur quoi se base cette critique de la position française alors? Alors, selon cette postface, cette reconnaissance serait d'abord une fiction géopolitique. Pourquoi? Parce qu'elle ignorerait la réalité sur le terrain, le fait qu'il n'y a pas de gouvernement palestinien unifié qui contrôle vraiment un territoire défini. Et l'incapacité actuelle à avoir des relations internationales stables, ce sont pourtant des critères du droit international coutumier, les critères de Montevideo, pour reconnaître un État.
La division profonde entre le Fatah en Cisjordanie et le Hamas à Gaza rendrait cette reconnaissance caduque pour l'auteur. D'accord. Donc un argument juridique et un argument sur la réalité du terrain. Oui, et ensuite, c'est vu comme une décision politique dangereuse, une sorte de prime offerte au terrorisme. Pourquoi? Parce qu'elle arriverait moins de 2 ans après les massacres du 7 octobre 2023 commis par le Hamas. Le livre fait un lien direct entre cette reconnaissance et les attaques du 7 octobre. Oui, la postface le suggère très fortement. Elle cite d'ailleurs des propos tenus par Ghazi Hamad, un responsable du Hamas, à une télé libanaise juste après les attaques. Il disait que son mouvement voulait refaire ce genre d'opération encore et encore jusqu'à détruire Israël. Mhm. Donc, dans cette logique, reconnaître un État palestinien dans ces conditions, sans garantie de sécurité pour Israël, sans condamnation claire de l'idéologie du Hamas, ça reviendrait, d'après le livre, à légitimer une entité dont une partie prône ouvertement la violence et refuse une solution à 2 États. D'accord. C'est aussi vu comme une rupture unilatérale des accords d'Oslo, qui prévoyaient que le statut final, y compris la question de l'État, ça devait se régler par la négociation directe entre les parties. Bon, et si on essaye de résumer la charge contenue dans ce livre, l'ONU contre Israël, on a donc une thèse très très forte, celle d'un parti pris systémique, d'une hostilité qui serait devenue structurelle au sein de l'ONU envers Israël. C'est ça. Une thèse qui s'appuie sur une critique assez détaillée du fonctionnement d'organes comme le Conseil des droits de l'homme, l'UNRWA, l'Assemblée générale, Oui. et qui est soutenue par cet argument central du 2 poids, 2 mesures et d'un silence sur les menaces contre Israël et sur l'antisémitisme. C'est bien ça? C'est une excellente synthèse des arguments que développe Raphaël Delpar dans ce dossier. Un dossier qui d'ailleurs inaugure une collection, Le Petit Bulletin, aux éditions du 17 bis. Notre but aujourd'hui, c'était vraiment de vous en présenter la substance. Et pour celles et ceux qui voudraient se faire leur propre idée en lisant directement l'ouvrage, on rappelle qu'il est publié aux éditions du 17 bis. On peut le trouver en librairie et sur les plateformes en ligne type Amazon. Oui, et il nous semble important de dire une chose, peu importe qu'on adhère ou qu'on rejette ces thèses, qui sont la vue très tranchée, ce livre, c'est une pièce qui est versée au débat public. Il offre une perspective critique, radicale certes, mais argumentée, sur le fonctionnement de l'ONU et sur la façon dont ce conflit y est traité. Le dire peut donner des clés de compréhension, ou en tout cas un contrepoint, pour ceux qui essaient de décrypter les mécanismes complexes de la diplomatie internationale face à ce conflit si polarisant. C'est en ça qu'il peut avoir un intérêt aujourd'hui. Et pour finir notre exploration, peut-être une réflexion que ce livre soulève. L'auteur termine en parlant d'une crise de crédibilité majeure de l'ONU, liée selon lui à cette partialité qu'il dénonce. Et il pose la question de son avenir. Réforme ou discrédite à jamais. Et ça nous renvoie à une question plus large, qui dépasse le seul cas d'Israël finalement. Comment les institutions internationales, qui ont été créées sur des idéaux d'impartialité, de droit, comment peuvent-elles garder leur légitimité, leur efficacité, quand elles sont face à des conflits aussi anciens, aussi passionnels, et où les narratifs s'affrontent de manière aussi irréductible? C'est une question de fond, et elle reste ouverte.